Le bureau du coroner déplore le manque de pédopsychiatres et le manque de formation des éducateurs à la suite du suicide en 2014 de Mathias Boivin, âgé de 16 ans. Un deuxième en l'espace de quelques mois au centre jeunesse Huberdeau dans les Laurentides. Le premier ayant été M. Guillaume Crépeau-Bonnier, dont je vais parler un peu plus loin. Selon le rapport, l'adolescent admis en 2011 avait des problèmes de comportement, de nature sexuelle, et il était encadré à l'Institut Philippe Pinel et suivi par des psychiatres. Avant de passer à l'acte, c'est-à-dire de s'enlever la vie en août 2014, la surveillance auprès de Mathias a diminué à tel point qu'il y avait un manque de communication entre l'équipe soignante et les éducateurs. Le rapport note que l'ado faisait des gestes de strangulation, avalait des punaises et des morceaux de céramique. Mathias a été conduit à 7 reprises à l'hôpital de Saint-Jérôme, un mois avant sa mort. En mars 2014, un adolescent de 15 ans avait mis fin à ses jours dans ce centre. Et encore une fois, il s'agit bien sûr du jeune Guillaume Crépeau-Bonnier. On se souviendra que ce jeune-là s'était suicidé le 9 mars au centre jeunesse Huberdeau. En fait, il s'était pendu avec sa ceinture dans une douche. Une histoire sordide. Et puis mais ce jeune-là attendait déjà depuis le 18 juillet 2013 d'avoir des services. En fait, dans l'article de journal de l'époque, on disait que le 18 juillet, un juge de la Cour du Québec avait ordonné que Guillaume Crépeau-Bonnier reçoive des services psychologiques, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à son suicide. Alors, finalement, il n'y a jamais eu le type de service dont il avait besoin. Ça a pris 8 mois et puis finalement il finit par s'enlever la vie. Alors on sait dans ce cas-là que sa mère, Mme Karine Bonnier, je pense qu'elle avait fait des démarches pour poursuivre la DPJ pour justement pour les événements en question. Maintenant, on sait que, par exemple, aussi, au moment où ça s'est arrivé, il y avait 2 intervenants qui étaient présents dans son unité, là, puis ils ont rien vu. Ça, c'était sorti, ça, l'article le 19 mars 2014, comme tel. Maintenant, si je reviens à l'article qui nous concerne, le plus récent, celui du 7 septembre, on dit « Il est recommandé au Centre intégré », et ça c'est le coroner, il est recommandé au Centre intégré des services sociaux des Laurentides de prendre des mesures afin de réduire les délais d'attente pour la population jeunesse en santé mentale. Peut-on lire dans le rapport. Un jeune ayant besoin de suivi d'un pédopsychiatre doit attendre en moyenne 260 jours pour recevoir des soins. C'est 9 mois, ça. C'est pas des farces, là. On parle de 9 mois. Et dans le cas du jeune Bonnier qui s'était suicidé dans le même temps, on parle un petit peu avant, en mars, lui c'était 8 mois. Ben voyons donc, 8 mois. Tu sais, ça n'a vraiment pas de bon sens. Des cas isolés, pensez-vous? Bon. Le docteur Yves Lambert, médecin au centre jeunesse, en centre jeunesse, nous apprenait en mars 2015, dans un autre article de journal, le 25 mars 2015, nous apprenait, suite à une étude menée auprès de 315 adolescents hébergés dans 7 centres jeunesse, que les jeunes des centres jeunesse tentent de mettre fin à leur jour presque 3 à 4 fois plus que les autres adolescents. En fait,
33% des filles et 19% des garçons avaient fait une tentative de suicide dans les 12 derniers mois. Ben, voyons donc. Alors, qu'est-ce que vous pourriez en déduire, s'il vous plaît? Ce qu'on en déduit, c'est que les services sont totalement inadéquats. Et en fait, ce qu'on peut en déduire, c'est que la sécurité et le développement de l'enfant, thème si cher à la DPJ, sont loin d'être préservés dans les centres jeunesse. Alors, on peut résumer que l'État québécois qui prétend de pouvoir faire mieux que de nombreux parents, finalement, s'avère d'être absolument inapte à s'occuper des adolescents en difficulté. Absolument. De l'autre côté, j'aimerais souligner un autre aspect. Nos grands-parents, même nos parents, n'ont pas vécu dans une telle société où les suicides des jeunes étaient aussi présents, aussi presque quotidiens. J'aimais beaucoup un livre de Christopher Lasch, un Américain, notamment dans son œuvre La culture du narcissisme. Bien sûr. Dans le chapitre Société thérapeutique, il critique cet acharnement thérapeutique sur la population en général, dans notre monde qui se dit développé, qui se dit extrêmement sensible, etc. Mais finalement, en fin de compte, on se fout l'un de l'autre et le résultat est que nos jeunes n'ont jamais été aussi perdus qu'aujourd'hui. Ah, ça c'est évident. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de pédopsychiatres ou plutôt à revisiter notre conception de la famille, notre vision de la vie, etc. C'est possible. C'est un point de vue qui est intéressant. Et aussi, on peut se demander... Parce que nos grands-parents n'ont jamais consulté des psychiatres. On n'avait jamais besoin de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème de santé mentale. Non, évidemment. Mais ceux qui étaient atteints d'un trouble... la société a pris soin d'eux. D'une manière, évidemment, il y avait des excès, surtout du côté des médecins. Ouais. Mais les familles, des soignants, les familles aussi étaient beaucoup plus tissées serrées. De grandes familles, les gens s'occupaient l'un de l'autre dans les familles. Hein? Alors, même les problèmes de troubles pas trop aigus était beaucoup moins prononcé dans une société encadrée, bien pas rigide, je dirais pas rigide, mais avec les références bien définies, bien déterminées. Ouais. On peut se dire aussi que les cellules familiales étaient très actives. Voilà. Chaque cellule familiale était très active pour aider ses membres. Hein. Il y avait un problème de santé mentale, il y avait une déficience intellectuelle ou une déficience physique. Les familles s'occupaient de leur monde. C'est ça. Mais malheureusement, nous vivons dans une telle réalité et nous déplorons des conséquences de tout ça. Ah, absolument. Alors, notre société thérapeutique affiche un grand manque de spécialistes en psychiatrie pour nos jeunes. Ouais. Mais il y a de l'autre côté, la DPJ enlève souvent les enfants sous prétexte que les parents négligent les soins. Parce qu'ils n'ont pas d'accès aux spécialistes. Mais quand c'est la DPJ qui n'a pas d'accès, alors la DPJ prétend que ils n'y peuvent rien. Pour les parents, ça compte pas. Non, ça compte pas, effectivement. Mais et on voit que c'est pas rose en centre d'accueil. Si je reprends, on voit comment c'est arbitraire. Ah, absolument. Écoutez, dans l'étude du docteur Lambert là, dans les centres jeunesse paru en mars 2015, il soulignait que la consommation problématique
pratique d'alcool et de drogue des jeunes en centre jeunesse atteint 45%. Alors que les pires cas dans la population générale représentent 5% des jeunes. Oui. Donc, quand même, tu sais. Oui. On en a déjà parlé, d'ailleurs, à une des émissions. Est-ce que c'est causé parce que c'est un échantillon de la population en difficulté? Ou on peut aussi soulever une autre question. Est-ce que le traumatisme provoqué par l'enlèvement de ces enfants, par leur emprisonnement, parce qu'il faut parler de l'emprisonnement arbitraire, les enfants perdent tous les repères, évidemment, ils perdent leur famille, alors c'est sûr que la détresse sera accentuée d'une manière exponentielle. Absolument. Alors c'est la drogue, c'est la prostitution qui sévit dans les centres jeunesse. Et voilà les suicides. Et même des problèmes de santé physique. Hein. Le docteur Lambert soulignait qu'on y voit des problèmes de santé physique et psychologique, des tendances suicidaires et de l'automutilation, la dépendance aux drogues et à l'alcool. On dit que la santé des jeunes hébergés en centre jeunesse est plus fragile que celle des autres jeunes. Comment les enfants peuvent s'aimer ou peuvent ne pas se détester, ne pas détester leur vie et toute la société, puisque la société leur dit vos parents sont méchants, vos parents, ils les endoctrinent, il faut, la DPJ fait le lavage du cerveau aux enfants dont qu'ils ont enlevé à leurs parents en leur disant vos parents vous aiment pas, vos parents sont méchants, vos parents, etc. Ouais. Alors l'enfant ne peut que déprimer. Alors, c'est un discours qu'on entend souvent. Et si je reviens sur l'étude, on disait que on apprend que plus de 9 adolescents sur 10 hébergés en centre d'accueil, en centre jeunesse, là, présentent au moins une problématique de santé mentale et que 55% ont plus de 4 problèmes. Donc, on parle pas d'un endroit nécessairement très sain, de toute évidence. Hein? Alors, on peut conclure, premièrement, la DPJ n'apporte aucunement l'aide aux jeunes, ni le soin, même si peut-être l'échantillon est vraiment des cas de troubles de la population qui sont rassemblés, regroupés. Mais est-ce que l'État qui prétend de pouvoir faire mieux que leurs parents, les aider, ces jeunes-là, est-ce qu'il le fait vraiment? Mais non, évidemment que non. Et même le coroner le constate. Il le constate définitivement. C'est sûr qu'il y a vraiment un problème au niveau des centres. Et ça coûte des milliards. C'est très, très cher. Une vraie industrie. Bien sûr. Et c'est un système qui s'entretient. On peut facilement voir que on s'organise pour aller chercher des sous là-dedans. C'est-à-dire qu'alors qu'on pourrait aider des jeunes à domicile, supporter leurs parents, à garder leurs jeunes avec eux, leur apporter une aide, les supporter davantage. Non, on préfère les tirer puis les mettre en centre jeunesse ou les mettre en famille d'accueil parce qu'on va chercher des sous aussi de cette façon-là. C'est ça. On va demander une pension aux parents, là, tu sais, là-dedans, puis on y coupe son allocation familiale. Alors, les parents naturels reçoivent une aide symbolique de l'État en difficulté, tandis que la famille d'accueil reçoit un salaire. Oui. Alors, où est l'équité dans tout ça? Absolument. Et où est le bon sens, finalement? Non. Écoutez, avec les 2 suicides de jeunes à Huberdeau là, en 2014, vous dites, et là je m'adresse à nos auditeurs, vous dites que la qualité des services est épouvantablement déficiente dans les centres jeunesse des Laurentides? Détrompez-vous. Le gouvernement leur a octroyé un grand prix pour la qualité de leurs services le 13 novembre 2014. C'est ça, on en a parlé aussi à l'émission. C'est à n'y rien comprendre. Hein. C'est vous, comme parents, et on disait à quel point le gouvernement et notre État québécois nous prend pour les cons. Absolument. 2 suicides dans la même année, bravo, on donne un prix pour la qualité de tes services. Voyons donc. T'sais, vous, comme parents, là, vous oseriez attendre 260 jours ou 9 mois avant d'offrir un service d'aide psychologique nécessaire à votre enfant? Le DPJ pourrait définitivement s'appuyer sur l'article 38, comme je le disais tout à l'heure, de la loi de la protection de la jeunesse. Pour vous accuser de négligence, de compromission et affirmer que la sécurité et le développement de votre enfant sont compromis. Techniquement, là,
vous pourriez vous faire retirer votre enfant, là. Un centre jeunesse fait la même chose. Non seulement on ne le sanctionne pas, mais on pourrait lui accorder un prix pour la qualité de ses services. Personnellement, je le dis sans détour, je trouve ça répugnant.